On va commencer la conférence histoire d'avoir le temps de bien profiter de nos intervenants qui nous ont fait le plaisir de venir. Donc voilà, s'il y en a qui arrivent en retard, ils s'installeront, il n'y a pas de souci là-dessus. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour la deuxième conférence débat du Master RIS de l'année 2024-2025. Merci à tous d'être présents. Merci à nos intervenants. Nous aimerions remercier nos professeurs, M. Polomé et M. Duveter, ainsi que nos établissements respectifs, l'École centrale de Lyon, l'Université Lyon 3 et l'Université Lyon 2, pour la mise en place de ce projet. Cette conférence s'intitule « L'affichage environnemental, un outil pour mieux consommer ». Depuis 2017, les étiquettes de vos produits vous indiquent s'ils sont bons pour votre santé grâce au Nutri-Score. Mais le sont-ils aussi pour la planète ? Nous le savons, les enjeux liés au changement climatique et à la disparition de la biodiversité soulèvent des questions de plus en plus importantes sur la durabilité de nos modes de consommation, qu'il s'agisse du textile, de l'alimentation ou bien d'autres produits. Notre mode de consommation contribue ainsi directement à l'amplification des problématiques climatiques auxquelles nous faisons face. Et face à ces défis, une transition énergétique et écologique s'impose, nécessitant une transformation profonde de nos habitudes de consommation. D'un point de vue juridique, la directive européenne Green Claims a été adoptée en mars 2024. Elle permet de réduire les affirmations trompeuses en matière de communication, entre autres d'éviter le greenwashing. Ainsi, les entreprises vont être amenées à justifier des allégations environnementales sur la base de méthodes scientifiques et se voient imposer des critères stricts. En France, c'est en 2011 que l'ADEME commence à se questionner sur la pertinence d'un tel affichage afin d'informer les consommateurs sur les impacts environnementaux des produits qu'ils consomment. Si la démarche semble prendre de l'ampleur, la façon de calculer l'impact environnemental des produits fait encore débat. Certains militent pour instaurer un score unique, plus facile à comprendre, quand d'autres avancent qu'un score différencié pour le climat, la biodiversité et les pesticides permettrait d'avoir une information plus riche. Cet aspect n'est pas qu'un simple enjeu technique. Il peut parfois changer complètement les scores finaux et donc, potentiellement, la fabrication des produits à la source. Et si, lors de l'achat de vos produits, vous aviez accès à son empreinte sur notre planète ? Votre mode de consommation changerait-il ? Avec une mise à disposition des informations pertinentes, d'une façon simple, les gens seraient-ils plus sensibles à notre consommation ? Afin de répondre à ces questions, nous avons le plaisir de recevoir ce soir nos 4 intervenants. Bonjour à tous et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Avant de commencer le débat et afin de comprendre les enjeux de celui-ci, je vais vous laisser vous présenter rapidement. Anaïs Montagna, vous êtes chargée de transition au Crous. Voulez-vous nous en dire davantage sur vos missions ? Bonsoir à tous. Alors, donc, je suis chargée de mission pour la direction générale du Crous de Lyon. Donc, ma mission, c'est de réduire l'impact environnemental de tout le Crous. Donc, qu'est-ce que c'est le Crous ? Donc, le Crous, il y a 7 missions. Vous en connaissez sûrement les plus connues, la bourse et les aides sociales. Mais c'est aussi la restauration, l'hébergement, et puis la vie de campus et la culture. Donc, en quelques chiffres, le Crous de Lyon, c'est 12 restaurants et 24 cafétérias. Donc, ça représente plus de 3 millions de repas par an. Et c'est aussi une quarantaine de résidences avec soit 10 000 logements pour les étudiants. Et puis, ce que vous voyez en bas à droite, c'est notre stratégie de transition écologique sur les 5 prochaines années, donc qui vont structurer, et on en parlera après. Et juste pour vous rappeler, le Crous de Lyon, donc, de manière générale, les Crous en France, c'est par académie. Donc c'est pour Lyon, ça adresse Lyon, Saint-Étienne, Roanne et Bourg-en-Bresse, les 3 départements Rhône-Loire. Voilà. Merci beaucoup. Jean-Louis Optine, vous êtes professeur émérite d'écologie et de didactique de l'écologie à l'École nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole, retraité maintenant, et vous avez coécrit un rapport sur l'affichage environnemental en 2023. Voulez-vous nous en dire plus en quelques mots ? Oui, volontiers. Donc, j'ai été sollicité par l'UFC Que Choisir qui avait reçu l'autorisation de monter un comité d'experts indépendants. Et bon, moi, ça m'intéressait parce qu'il y avait des enjeux de biodiversité liés à
affichages environnementaux, je me suis jeté dans la bataille pour voir ce qui se passait et y contribuer aux discussions. Merci d'être présent. Alban Fournier, vous êtes chef de projet chez Ecobalise. Je vous laisse nous présenter vos travaux, en quelques mots avant d'aller plus loin ensuite. Oui, ça marche. Bonsoir à tous. Et déjà, merci pour l'invitation. Et donc, en effet, je travaille donc pour Ecobalise, qui est un projet qui est financé et développé par l'ADEME et le ministère de la Transition écologique. Et concrètement, en fait, nous sommes une équipe de 10 personnes, une équipe qui est plutôt une équipe technique, puisque nous faisons concrètement 2 choses. Nous développons un outil de calcul open source, donc une calculette en ligne, en fait, pour mettre à disposition des ordres de grandeur sur les impacts environnementaux de produits. Et la deuxième chose que nous faisons, c'est que nous avons en charge la finalisation, on va dire, des méthodes de calcul du dispositif d'affichage environnemental. Donc on va pouvoir revenir dessus, mais de manière très concrète, là, ces derniers mois, ces dernières années, nous avons travaillé sur la partie alimentaire, donc c'était une partie de l'équipe, sur la partie textile dont je m'occupais, et on prépare d'autres secteurs, dont l'ameublement. Voilà. Et une petite remarque, je ne suis pas spécialiste de l'alimentaire, donc je pourrais peut-être partager certains retours, mais je n'irai pas sur des débats trop techniques. Merci. Et enfin, Éloi Lebert, vous êtes responsable du secteur sud-est dans l'association Bleu Blanc Cœur. Pouvez-vous nous présenter rapidement l'association et vos missions ? Oui, bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Donc moi je suis Éloi Lebert, je suis agronome de formation et je suis donc l'animateur de Bleu Blanc Cœur sur le sud-est. Donc qu'est-ce que ça veut dire être animateur de Bleu Blanc Cœur sur le sud-est ? C'est que je suis en lien avec l'ensemble des maillons des filières alimentaires, producteurs, transformateurs agroalimentaires, distributeurs et utilisateurs de produits pour développer les filières Bleu Blanc Cœur et faire connaître la démarche. Donc Bleu Blanc Cœur, c'est une démarche collective de qualité qui a des objectifs d'impact mesuré et démontré sur la santé et le climat. Et on rassemble aujourd'hui dans la gouvernance de Bleu Blanc Cœur un ensemble d'acteurs économiques, de scientifiques et de personnes issues de la société civile, donc des professionnels de santé, des consommateurs et des métiers de bouche en particulier. Si je peux passer à la deuxième diapo. En fait, Bleu Blanc Cœur, donc c'est une démarche agricole et alimentaire à vocation santé. Son objectif, c'est de certifier une qualité nutritionnelle différenciante dans les produits que vous consommez, qui sont certifiés Bleu Blanc Cœur. Donc, c'est des produits qui vont être bons pour la santé, qui vont apporter du plaisir et du goût dans l'assiette parce qu'en fait, on change la qualité des graisses présentes dans les produits. Donc, ça apporte des caractéristiques comme celle-ci. C'est aussi une démarche qui vise à relocaliser donc, l'agriculture en France et en particulier les sources de graisses et de protéines en fait, pour nourrir notamment les animaux. Et c'est également donc, par le biais de nos manières de produire cette alimentation, une alimentation qui est moins émettrice de carbone et dont je pourrais développer ce caractère ensuite. Et c'est une alimentation qui ne se veut pas plus chère et on pourra aussi en reparler. Merci à tous, merci encore pour votre présence. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente conférence et laisse la parole à mes camarades. On va passer à la première partie, ça va être comment on va évaluer concrètement l'impact environnemental de nos produits. Et pour ça, on va commencer par une première question à vous, Monsieur Fournier. Vous avez dit que vous travaillez sur une base de données, une sorte de calculatrice de l'impact des produits textiles et alimentaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous y prenez pour faire les calculs, avec quels acteurs vous travaillez et quels critères vous regardez pour faire votre score final ? Oui, alors vaste sujet, parce qu'il y en a plusieurs entre la base de données et la méthode. Mais pour rester assez simple, donc quand on parle d'impact environnemental, de quoi parlons-nous ? Donc concrètement, l'affichage environnemental et la méthode que nous développons, elle vise à refléter, à proposer des ordres de grandeur sur le coût environnemental de produits de grande consommation. Et quand on dit de coût environnemental, on parle à la fois de l'ensemble du cycle de vie des produits, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à juste parler de la phase d'utilisation qui serait moins émettrice ou bien juste parler des matières. On va prendre en compte toutes les dimensions, toutes les étapes du cycle de vie d'un produit. Donc typiquement, l'étape, je sais pas, pour un t-shirt, l'étape matière, ça va être du coton ou du polyester, donc c'est des procédés différents. On va parler des étapes de transformation du coton,
typiquement du tissage, enfin de la création du fil au niveau de la filature, ensuite du tissage, de l'ennoblissement. Donc il y a des teintures, on fait chauffer des bains de teinture pour donner des couleurs à vos vêtements. Il y a de la confection, etc. Donc on travaille sur tout le cycle de vie et on travaille aussi sur différentes dimensions environnementales. On parle beaucoup d'impact carbone, donc tout ce qui touche au gaz à effet de serre, donc on parle de changement climatique, mais l'impact carbone c'est une dimension. Et aujourd'hui, dans la méthode que nous utilisons, donc nous nous basons sur un socle technique qui s'appelle l'analyse de cycle de vie. Concrètement, au niveau européen, il y a un consensus, alors on va en parler, je suis exprès de dire ça, mais il y a un consensus technique sur l'utilisation de l'ACV dans l'évaluation environnementale. Donc il y a 16 catégories d'impact. Le changement climatique en est une, mais il y a la consommation d'eau, il y a l'acidification des sols, il y a l'écotoxicité aquatique. Donc voilà, donc on prend en compte ces différentes dimensions dans l'évaluation environnementale. Et un dernier élément que nous rajoutons, et là c'est une demande de la part de différentes filières et aussi de la part du politique français, c'est de dire, lorsqu'il y a des enjeux environnementaux d'un produit qui sont aujourd'hui mal modélisables dans l'ACV, donc on pourra revenir sur ce qu'est l'ACV, c'est une méthode qui prend en compte tout le cycle de vie de différentes dimensions, lorsque des enjeux comme la biodiversité sont mal pris en compte par le monde scientifique, pour faire simple, on n'hésite pas à proposer des compléments. On n'hésite pas à dire, en fait, on ne sait pas bien faire ça. Enfin, quand on dit on, c'est le monde scientifique à l'échelle mondiale, c'est pas juste la France. Voilà. On a du mal à refléter telle dimension, par exemple les microplastiques. Donc, sur le textile, les vêtements typiquement en fibres synthétiques relarguent lors de leur fabrication, mais aussi à l'usage, des microparticules au lavage, typiquement dans les machines à laver. Il y a des microparticules qu'on appelle des microplastiques pour les fibres synthétiques qui sont relarguées. Et ces microparticules, elles posent des enjeux environnementaux, puisqu'elles sont relarguées in fine dans les océans. Et typiquement, il y a des organismes vivants qui les inhalent, par exemple. Et donc, ça pose pas mal de problématiques sur des organismes. Et donc ça, les microplastiques sont mal évalués. Et donc là, par exemple, on propose un complément des microplastiques pour mieux évaluer l'impact global des vêtements. Donc voilà en 2 mots. Et peut-être un dernier élément sur l'affichage environnemental et la base de données aussi que nous utilisons. Donc là, j'ai parlé de la méthode. Concrètement, au consommateur, ce qui sera proposé à terme, c'est important à avoir cette notion. Donc c'est un coût environnemental. Et en fait, c'est une unité qui va de 0 à l'infini. Comme la notion de prix. Ça, c'est un choix qui a été fait assez récemment. Et un des arguments pour cette option, c'est qu'en fait, c'est une unité qui est assez neutre. L'État, ou en tout cas les gens qui mettent en place l'affichage, ne disent pas « c'est bien, c'est pas bien ». Vert, rouge, pour faire simple, parce qu'on considère que ce n'est pas notre rôle. On reste sur des ordres de grandeur, donc un nombre de points qui va de 0 à l'infini. Et typiquement, demain, on verra que tous les t-shirts sont entre 1000 et 3000 points. Un voyage en avion pour aller à New York, ça sera toujours entre 10 000 et 15 000. Une voiture, ça sera entre 50 000 et 80 000. Et une brique de lait, ça sera entre 200 et 300. Voilà. Et ça, c'est l'objectif principal de l'affichage. Tout ça, c'est très complexe, mais c'est de donner des ordres de grandeur aux citoyens, en fait, pour qu'ils puissent faire des choix plus éclairés, et ensuite aussi que les industriels et que les filières puissent avoir justement des leviers pour optimiser, s'ils le souhaitent, la fabrication de leurs produits. Merci pour ces précisions sur l'ACV et les différents ordres de grandeur. Monsieur Jean-Louis Eptine, dans les différents rapports que vous avez produits, vous soulignez certaines limites dans cette approche de l'analyse du cycle de vie. C'est assez central dans le calcul du score de chez Ecobalise. Pour vous, quelles sont ces limites ? Pour revenir sur votre question, ce n'est pas des limites méthodologiques de l'analyse du cycle de vie qu'on soulève, mais c'est peut-être des incapacités à bien prendre en compte certains enjeux. Et si on repart à la base de tout ce processus, qui démarre dans les années 2020 avec une loi contre le gaspillage alimentaire et en faveur de l'économie circulaire, on a 2 objectifs. Le premier, c'est vraiment d'aider les consommateurs à avoir des informations pour pouvoir analyser leur comportement d'achat, le faire évoluer de manière à ce qu'effectivement, ils recherchent des produits qui aient une durabilité plus grande. Et en face de ça, il faut évidemment donner des informations, des incitants à tout le système agroalimentaire pour faire ce choix. Et donc, quand on s'engage là-dedans, effectivement, on est intéressé
par le fait, comme vous l'avez dit, d'organiser une transition agroécologique et donc de quitter un mode agricole qui a quand même une empreinte carbone extrêmement forte, puisqu'elle est de l'ordre de 33% de l'émission des gaz à effet de serre au niveau de la planète, et c'est un des principaux agents de destruction de la biodiversité. Et ce qui nous a semblé, en regardant la démarche qui se mettait en place, c'est qu'un affichage qui se baserait uniquement sur l'analyse du cycle de vie aurait du mal à organiser la transition dans un sens univoque. D'une part parce que c'est une méthode qui analyse des flux par rapport à une unité de masse, et qu'en agriculture, tout n'est pas question de flux. La biodiversité, ce n'est pas une question de flux. C'est des êtres vivants qui sont présents ou pas, qui ont des interactions entre eux, et en fonction de ces interactions vont apparaître différents services écologiques, mais qui sont mis en place peut-être bien avant le cycle de production auquel on s'intéresse, et qui vont peut-être perdurer après. Et donc ces dimensions-là, à la fois la notion de masse qui est trop prégnante, et le fait de s'intéresser à des flux, alors qu'il y a des tas de choses qui ne sont pas des flux, nous semblait problématique. Et notre position était de dire, il y a sans doute des parties de la démarche qui sont très bien faites par l'analyse des cycles de vie, mais on défend l'idée, avec d'autres parties prenantes au niveau européen, qu'il faudrait complémenter cette approche par d'autres indicateurs de biodiversité. Et heureusement, au niveau scientifique, l'écologie fait d'énormes progrès et on commence à voir des relations entre la mesure de la biodiversité et certains services rendus qui permettraient de collaborer, je dirais, avec une autre approche telle que la CV. Voilà en 2 mots. Merci beaucoup. Monsieur Fournet, si j'aime, est-ce que vous avez peut-être des précisions à apporter sur voilà, les problèmes que Monsieur Epting a soulignés? Peut-être que vous êtes heurté parfois à des obstacles, certaines choses que vous ne pouviez pas mesurer. Est-ce que vous avez des expériences comme ça à nous partager? Et est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution de l'outil et de l'analyse cycle de vie? Oui, il y a plusieurs choses. Je vais peut-être prendre un exemple sur le textile. Donc, en effet, l'analyse de cycle de vie, c'est une méthode qui est quantitative, donc qui cherche en effet à quantifier notamment des flux pour avoir des ordres de grandeur. Donc l'ACV, ça reste un outil. Donc c'est un outil qui est forcément imparfait. Et puis modéliser le vivant, c'est clair qu'il faut rester plutôt humble. On tâche de représenter la réalité, le vivant qui est extrêmement complexe. Donc c'est sûr que c'est une approche qui reste incomplète. Bon, cependant, aujourd'hui, l'ACV, alors c'est pas parfait, et il y a des critiques dessus, mais ça reste quand même dans le monde scientifique un socle technique qui fait consensus, ou en tout cas en France et au niveau européen depuis 10 ans, sachant que l'Europe et la France sont en avant sur ces sujets dans le monde, utilisent l'ACV. Et alors ensuite au niveau européen et français, c'est vrai qu'il y a une petite différence d'approche pour répondre aux limites de l'ACV. C'est là où j'en viens à mon exemple. Sur le textile, nous avons rajouté 2 compléments. Un complément sur l'export hors Europe et l'autre complément sur les microplastiques. Donc je vais rester sur les microplastiques. Ce qui a été proposé au niveau français dans l'affichage environnemental, donc qui va être mis en place ces prochaines semaines. Bon, à cause de l'actualité politique, le décret n'est pas encore passé puisqu'il y a des changements de gouvernement, mais les textes sont prêts. Ce que nous avons fait, c'est que nous sommes basés sur les bases de données et les méthodes, la méthode de référence européenne du textile, et nous avons dit clairement les microfibres, dont les microplastiques, ne sont pas prises en compte. C'est un problème, puisque si on sort des scores sans prendre en compte l'impact des microfibres, en fait, c'est un problème parce que c'est un enjeu majeur du textile. Et donc, au niveau français, nous avons proposé un complément que nous avons intégré dans la méthode. Donc, concrètement, nous calculons un score d'impact en points basé sur l'analyse de cycle de vie, donc post-normalisation et pondération pour ceux qui font de l'ACV. Et on vient rajouter en plus un single score, donc un chiffre,
qui reflète l'impact des microfibres selon différents paramètres, selon la nature des fibres, entre les fibres naturelles, les fibres synthétiques, etc. Donc ça, c'est ce que nous avons fait au niveau français, alors qu'au niveau européen, donc dans le cadre PEF, il y a une approche qui est un peu différente. Au niveau européen, ils disent l'ACV ne sait pas prendre en compte les microplastiques, mais faute de consensus scientifique sur une méthode quantitative, nous ne le prenons pas en compte. Et nous, on considère que c'est problématique. C'est comme si on disait, par exemple, sur de l'alimentaire, il y a des enjeux de biodiversité énormes sur telle filière, par exemple. On sait que ces enjeux sont très importants. On sait en même temps que l'ACV ne permet pas de les refléter, mais en fait, ce n'est pas grave. On va attendre que le monde scientifique reflète ça, et puis on l'intégrera plus tard, mais allons-y avec l'affichage. Donc là, ce n'est pas notre approche. On considère qu'on pourrait tromper le consommateur. Donc voilà, ça c'est un exemple concret de la prise en compte des limites de l'ACV dans le cadre de l'affichage environnemental, qui permet à la fois de répondre aux besoins d'informer les gens, puisqu'aujourd'hui, tous les jours, les Français continuent à faire des choix. Donc on a hâte de pouvoir leur apporter une information, tout en venant rajouter de manière pas parfaite, pas 100% quantitative, mais des compléments à l'ACV pour que toutes les dimensions soient prises en compte. Merci pour votre réponse. Maintenant, Anaïs Montagna, au niveau du Crous, comment faites-vous pour évaluer l'impact environnemental des produits proposés et est-ce que cela est amené à évoluer ? Et du coup, on se base sur tout ce qu'on a de disponible. Donc, quand les collègues du monde scientifique mettent les données en ligne, nous, on les utilise sur l'ADEME, donc notamment avec la base de données Agribalise et d'autres bases de données de l'ADEME. Donc, pour calculer le bilan des émissions de gaz à effet de serre du Crous de Lyon, on regarde notamment sur la restauration, les achats, avec les volumes d'achats, et on les multiplie par les coefficients qui sont en ligne sur la plateforme. Et puis, pour tout ce qui va être autour de l'hébergement, on va regarder nos kilowattheures consommés, et pareil, on va chercher les coefficients et les multiplier. Donc, finalement, ça nous donne des ordres de grandeur qui sont à affiner, qui sont sans cesse... On essaye de les affiner le plus possible parce que nos outils ne sont pas encore parfaits. Mais ça nous donne des ordres de grandeur essentiellement sur le carbone, comme on l'a vu, donc, sur les émissions de carbone. Et donc, tout le côté biodiversité n'est pas encore à ce stade pris en compte, alors que dans notre stratégie de transition, justement, on a essayé d'élargir les enjeux et de rajouter, donc, que ce soit la biodiversité, l'usage des ressources naturelles, mais aussi l'adaptation au changement climatique et l'implication de toutes et tous dans la transition. Donc ça, c'est nos 5 enjeux, et on en quantifie seulement un seul, qui sont les émissions de gaz à effet de serre, grâce aux données qui sont en ligne sur l'ADEME. Mais finalement, il y a des choses qui, parfois, on n'a pas besoin de... Enfin, nous, ça nous est utile d'avoir des chiffres très précis, mais ce qu'on utilise à la fin, c'est les ordres de grandeur. Et du coup, sur la biodiversité, par exemple... Quand on se pose la question, on va faire un nouveau bâtiment, est-ce qu'on rase toute la biodiversité qui était avant et on replante les arbres parce que c'est plus pratique pour les travaux, ou est-ce qu'on laisse les arbres qui étaient avant ? Il n'y a pas besoin de quantifier pour comprendre qu'est-ce qui a le plus d'impact sur la biodiversité. Donc voilà, des fois, on ne cherche pas à avoir des chiffres, mais juste les ordres de grandeur. Ok, merci beaucoup. Monsieur Lebert, votre but est surtout de travailler sur les qualités nutritives de vos produits. Pensez-vous que cela peut amener des co-bénéfices environnementaux ? Et si oui, est-ce que vous les évaluez et comment ? Alors oui, certes, depuis, je veux bien la slide, depuis 25 ans, en fait, Bleu Blanc Cœur s'attache à mettre une boussole nutritionnelle sur la production agricole et alimentaire, avec un objectif, en fait, d'obligation de résultat sur les produits alimentaires qui est lié à une teneur en oméga 3. Donc, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure en composition des graisses. On est vraiment sur cette teneur en oméga 3 dans les produits. Et donc, l'objectif est nutritionnel, avec cette obligation d'avoir une certaine teneur en oméga 3, mais pas que. C'est aussi une obligation de résultat en termes environnementaux, parce que pour obtenir des teneurs en oméga 3 qui nous intéressent dans les produits, on vient changer la recette, on va dire, de l'alimentation des animaux. Et ce changement de recette a des impacts environnementaux positifs. Je vais les détailler. En fait, dans les obligations de moyens des cahiers des ressources de Bleu Blanc Cœur pour produire une alimentation de meilleure qualité nutritionnelle, on a comme objectif de créer de la place, on va dire, dans les graisses données aux animaux et qui se retrouvent ensuite dans les produits, un parti pris, une volonté depuis
la construction des filières bleu-blanc-cœur, de lutter contre les acides gras saturés qui sont aujourd'hui, on va dire, sourcés dans les huiles de palme, les huiles de copra, qui sont issues en fait de filières longues importatrices. Aujourd'hui, on importe l'équivalent de 10 kg d'huile de palme par habitant en France. C'est des chiffres qui continuent de croître. Alors même que ces matières-là sont des sources de graisse qui ne sont pas, voilà, d'un point de vue nutritionnel, très intéressantes. Et donc, dans les filières bleu-blanc-cœur, l'objectif est de produire une alimentation sans ces acides gras saturés. Donc, il y a une interdiction de l'huile de palme, l'huile de copra. Cette interdiction a déjà des impacts environnementaux positifs dans la façon de produire les aliments. Et par ailleurs, pour obtenir suffisamment d'oméga 3 dans la ration de l'animal et dans le produit final, on a un travail de rééquilibrage des sources de graisse et de protéines pour les animaux qui est au bénéfice en fait de l'herbe, du lin, de la luzerne, de la févrole, du colza, en fait de toute une biodiversité végétale et qui se fait au détriment du maïs et du soja qui eux sont peu apporteurs d'oméga 3 et plutôt apporteurs d'oméga 6. Donc le fait de réduire le soja qui a aujourd'hui une forte empreinte carbone du fait que la plupart du temps ce soja est importé dans nos filières d'alimentation animale, a aussi un impact important sur l'analyse du cycle de vie que l'on fait des produits et voilà, des impacts environnementaux mesurés, évalués que l'on revendique. Et donc je veux bien passer de 2 slides, j'en aurais pas besoin de l'autre, que l'on revendique, que l'on a mesuré et fait valider donc, par l'ADEME et dont voilà, on va dire l'inventaire est disponible dans Agribalise. Donc c'est vrai que ce qui est significatif, c'est que par exemple l'alimentation des volailles, entre une volaille alimentée de façon conventionnelle et une volaille alimentée selon le cahier des ressources bleu-blanc-cœur, on obtient une émission du carbone de moins 27%, moins 20% pour le lait de vache. Voilà, vous voyez le reste, moins 21% pour les œufs, moins 7% pour la viande de porc. C'est vraiment lié la plupart du temps donc, à cet effet de substitution des matières végétales qui ont un fort impact carbone. Et chez les ruminants, il y a un autre effet qui est intéressant, c'est que l'apport des oméga 3 dans leur métabolisme favorise en fait un microbiote qui génère moins de méthane entérique. Et donc, en équivalent émission carbone, on a des meilleures performances. Si je simplifie un peu ce que je viens de dire, c'est que finalement, en donnant à manger une alimentation diversifiée aux vaches à base d'herbes et d'une diversité de matières végétales et pas seulement de maïs et de soja, eh bien, on parvient finalement à avoir un fonctionnement des ruminants qui est plus cohérent et qui est en fait moins émetteur de carbone. Voilà, donc ça répond à la question. Normalement, c'est vraiment finalement un co-bénéfice que l'on a sur l'impact environnemental qui est lié à la façon dont les cahiers des ressources bleu-blanc-cœur sont construits. Et peut-être pour aller plus loin, ce ne sont pas des cahiers de ressources qui sont figés, ils sont en évolution permanente. Et aujourd'hui, on travaille avec la filière lait de vache, c'est chose faite. Il n'y a plus de soja d'importation dans l'alimentation des animaux. Donc voilà, c'est assez significatif dans la filière d'élevage. Et sur les filières monogastriques, donc le porc et la volaille, il n'y a pas d'interdiction du soja d'importation, mais il y a un plan de progrès pour réduire la part de ce soja d'importation. Aujourd'hui, l'interdiction de but en blanc générerait un tel surcoût que nous ne serions pas capables de l'absorber, enfin le consommateur aurait des difficultés à l'absorber. Mais le travail se fait pour, avec nos fabricants d'alimentation animale et nos filières, travailler à une amélioration de cet impact du kilo carbone par kilo d'aliment. Peut-être une petite question. C'est très intéressant là, les ordres de grandeur là, sur les résultats de l'ACV. Vous êtes fait accompagner par un bureau d'études, vous avez fait ça en interne, c'est via l'ADEME ou c'est l'ADEME qui a directement fait ça Alors en fait, le démarrage et l'intuition, c'était entre guillemets des choses qui ont été faites en interne, qui ont ensuite été du coup faites avec un bureau d'études en effet, okay. Puis validées du coup avec l'ADEME. Et l'actualité, c'est qu'aujourd'hui, pour aller au-delà des choses qui sont disponibles dans Agribalise, d'autres travaux sont en cours avec l'ADEME là, depuis le mois de juin pour
détailler des itinéraires de production sur la viande bovine, parce que c'est des productions qui sont assez complexes. Également aller sur des choses autour du lait de vache de façon plus précise. Merci beaucoup pour cette réponse. Pour conclure cette première partie sur comment évaluer l'impact environnemental des produits de consommation, on va revenir sur un point que vous avez un petit peu évoqué tous. C'est que évaluer l'impact carbone est entre guillemets facile, c'est un bilan comptable de combien on émet, combien on va capter. Mais c'est ce que vous avez notamment développé, Monsieur Epting. Pour ce qui est de la biodiversité, c'est plus systémique et c'est plus difficile à évaluer. Est-ce que, avec vos différentes expertises, c'est une question ouverte, répondez dans l'ordre que vous voulez ou si vous voulez. Est-ce qu'avec vos différentes expertises, vous avez des pistes pour bien évaluer l'impact de la biodiversité et donc soit que vous mettez en place, soit que vous allez peut-être mettre en place pour évaluer cet impact-là? Moi, je commence juste pour dire que quand vous aurez la réponse, ça nous intéresse. Vous tendez le micro, donc je me jette à l'eau. Je vais peut-être commencer par brosser rapidement, peut-être à la grosse louche, un peu un contexte historique. Je veux dire, quand on sort de la Seconde Guerre mondiale dans les années 1945, l'Europe est traumatisée, et le reste du monde aussi, par l'ampleur des destructions, la puissance technologique qu'on a pu mettre en œuvre à travers l'atome pour mettre l'empire japonais à genoux, et s'engage un effort de reconstruction assez intense, aussi bien au niveau social, puisque c'est là que naît la sécurité sociale, mais aussi au point de vue technique pour faire en sorte que des sociétés n'aient plus jamais à souffrir des affres de la faim. Et donc se développe à l'époque une approche assez systémique d'organiser des systèmes de production qui vont être performants. Et à côté de ça, en face, les sciences biologiques, elles font avec les outils qu'elles ont à l'époque. Elles disposent au mieux d'une vision assez systémique de l'écologie et du rôle des êtres vivants. Je suppose que vous avez tous vu ces images d'un soleil avec des flèches qui vont vers des plantes, et puis une vache qui mange les plantes avec une autre flèche. Et donc, de là vient ce concept de circularité et donc de système global. Et donc, ça fonctionne très très bien. C'est un système économiquement qui, pendant 2 décennies, va donner des résultats fabuleux. Et on commence dans fin des années 60-70 à avoir des voix discordantes qui se font sentir. La première, la plus emblématique, c'est Rachel Carson qui a écrit Printemps silencieux, qui est une alerte qu'effectivement une série d'outils qu'on met en place peuvent effectivement aboutir qu'un jour on se réveille plus d'oiseaux, que le printemps est silencieux. Et je pense que le problème, il est là, c'est qu'à un moment donné, vous sortez d'une époque qui est heureuse, beaucoup de croissance économique, et vous avez des gens qui vous disent qu'il faut qu'on change de paradigme. Et à ce moment-là, les sciences biologiques sortent d'un profond débat qui les a divisés pendant plus de 20 ans, de savoir à quoi sert la biodiversité. Pourquoi faut-il s'en préoccuper et pourquoi ne faut-il pas simplement se dire toutes ces bestioles, ces plantes, ça nous casse les pieds, on rase tout pour faire un nouveau bâtiment et c'est beaucoup plus simple. Et donc il y a 2 paradigmes de pensée qui s'affrontent, et c'est à ce moment-là qu'on commence à faire des grands projets dans l'évaluation de la biodiversité. Et par exemple, si je vous dis en 2024, est-ce que vous savez combien il y a d'espèces en France connues? Est-ce que quelqu'un d'entre vous a une idée de ça? Bon, je vois que beaucoup regardent le plafond. On va dire qu'il y en a 200 000 qui sont officiellement reconnues. Donc, je veux dire, elles ont un cachet, elles sont décrites, inventoriées dans un musée quelconque, voilà, à Paris ou à Lyon, selon l'endroit où elle est inventoriée, vous allez la voir. Et puis on s'aperçoit très,
très récemment qu'avec l'ADN, on n'a plus besoin de rencontrer une espèce. On peut trouver des séquences d'ADN dans un sol, dans de l'eau, et se dire mais ça ne correspond à rien de ce qu'on connaît. Donc probablement, il y a d'autres espèces qu'on n'a jamais vues, qui sont là, peut-être des toutes petites, des microbes, des champignons qu'on n'a jamais regardés. Et le monde de la science se gratte la tête dubitativement et il dit mais quand on voit toutes ces séquences-là, il y a peut-être 10 fois plus, 20 fois, 30 fois plus d'espèces inconnues autour de nous. Et je le redis, des petites choses. Mais ces petites choses, elles sont extrêmement importantes. Par exemple, tous ici, vous abritez plusieurs millions d'espèces dans vos tubes digestifs, qui sont essentiels à votre digestion, à l'équilibre parfait de votre digestion, qui sont essentiels à votre équilibre mental, des choses qu'on découvre seulement. Et donc on est, à notre époque, je pense, à un croisement. Il y a des choses qu'on sait faire, qu'on savait faire. Et on découvre qu'effectivement, il faudra qu'on tienne compte de la biologie. Il y a 20 ans, on vous disait, une bonne cure d'antibiotiques, ça vous nettoie, c'est très bien. Maintenant, on se dit, oui, mais vous perdez votre microbiote, comment va-t-on gérer ça, etc. Donc ça, c'est un problème, je veux dire, de culture, presque même de philosophie, de savoir dire, mais il n'y a pas que des homo sapiens, il y a aussi quantité d'espèces, il faut arriver à vivre, il faut arriver à avoir des systèmes de production, des systèmes d'évaluation de cette production qui tiennent compte de cette biodiversité. Sinon, l'espèce humaine, je pense qu'elle aura des problèmes assez rapidement. Alors comment on peut l'évaluer, cette biodiversité? On peut la compter. Ça prend du temps, mais par exemple, vous connaissez bien le WWF. Depuis 1900, je vais le dire à la belge, vous avez remarqué que j'avais un accent qui n'était pas lyonnais. Je vais dire depuis 1970, j'espère que vous comprendrez. Le WWF et la Société zoologique de Londres organisent au niveau de la planète un vaste mouvement de sciences citoyennes pour compter à peu près 5000 espèces réparties dans 30 000 populations. Donc on a ce qu'on appelle l'index planète vivante qui, sur cette base-là, nous montre que le nombre d'espèces et le nombre d'individus, tout ça combiné, ça a baissé de, je vais le dire à la française parce que c'est grave, 73% depuis 1970. C'est grave quand même. Le week-end prochain, vous pourrez tous participer au suivi temporel des oiseaux d'hiver, organisé par la LPO et le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Connectez-vous pour savoir comment on fait, il y a des photos, c'est très facile. Ça dure depuis 20 ans, il y a 3000 personnes en France qui le font. Et par exemple, l'hirondelle de fenêtre, celle qui fait ses nids en terre en dessous des avancées des toits, les effectifs ont baissé de 23% en 20 ans. Donc on est tous face à ces chiffres préoccupants, et c'est une manière d'évaluer cette biodiversité. Maintenant, pour des démarches comme celle qui nous occupe ce soir, c'est pas très pratique, parce que comment on relie ça avec une base comme Ecobalise, etc., c'est souvent mission accomplie, mais vous pouvez aussi le faire de manière indirecte, en cherchant à voir les propriétés d'un système particulier. Donc, par exemple, vous pouvez enterrer une surface de papier ou une surface de coton ou des petits sachets dans lesquels on met du thé. Vous pouvez enterrer ça dans la terre et vous pouvez revenir à intervalles réguliers dans une démarche expérimentale pour voir la vitesse avec laquelle ça se dégrade. Et par exemple, plus un sol sera diversifié au point de vue de la vie, plus vite le papier, plus vite le coton va disparaître. Vous pouvez aussi regarder sur une surface de terre la vitesse avec laquelle l'eau de pluie percole, par exemple, plutôt que de ruisseler. Donc vous pouvez regarder des propriétés, ce qui est un regard tout à fait indirect. Alors c'est une autre manière d'évaluer des impacts, c'est une autre manière de constituer des bases de données. Ça existe, c'est en plein développement. Il faut arriver, de mon point de vue, à combiner tout ça si on veut rentrer, ou du moins sortir du XXIe siècle en ayant grandi par rapport au XXe siècle.
Merci beaucoup pour cet éclairage. Si vous voulez peut-être réagir avant qu'on passe à l'autre partie. Oui, merci, c'est très intéressant. Peut-être quelques compléments. Alors, du coup, c'est dans un autre cadre d'analyse qui est celui de l'ACV, sans me prononcer sur le fait que l'ACV soit bien ou pas bien, mais sur la partie biodiversité, l'analyse de cycle de vie aujourd'hui a du mal à refléter de manière satisfaisante la biodiversité, ça c'est clair. Ce qui est intéressant à avoir en tête, je pense, pour notamment là, des jeunes, si vous allez dans votre carrière, en tout cas si vous allez être confronté à l'analyse de cycle de vie, c'est que plusieurs indicateurs aujourd'hui touchent de manière indirecte des enjeux liés à la biodiversité. Je pense à l'indicateur écotoxicité, je pense aussi à l'indicateur d'ailleurs changement climatique qui est impactant. Et dans la communauté ACV, il y a énormément de projets à l'échelle mondiale qui sont financés et qui travaillent justement en partie de votre réflexion, tout ça, comment dans un cadre quantitatif assez vif, qui a ses propres limites, c'est clair, mais comment on peut toucher du doigt, approximer de la meilleure des manières, justement ces enjeux biodiversité dans cette approche quantitative, et pourquoi aujourd'hui l'ACV est un outil qui est beaucoup utilisé. Mais en effet, c'est parce que le système qui dégrade l'environnement, c'est clair, mais ce système aujourd'hui, en tout cas les décideurs, ils prennent des décisions sur les éléments quantitatifs. Et aujourd'hui, ils ont besoin de ces informations-là, même si elles sont imparfaites, pour faire des choix. Et donc, c'est toujours un trade-off qui est en effet très compliqué. Quand on prend du recul avec la casquette juste citoyenne, on voit bien que ce système fait du mal à l'environnement. Donc voilà, ça dépend de notre approche. Et un élément complémentaire pour l'ACV, au niveau européen, car une fois, l'Europe est quand même reconnue, même si c'est imparfait, mais elle est quand même reconnue sur ces enjeux, être en avance dans le monde. Elle prépare l'intégration d'un 17e indicateur. Donc, tout à l'heure, je disais, dans le cadre ACV européen, c'est le socle PEF, Product Environmental Footprint, PEF. Donc, dans ce socle technique, aujourd'hui, il y a 16 indicateurs environnementaux pour refléter l'impact environnemental d'un produit. Il est envisagé de rajouter un 17e indicateur qui s'appelle biodiversité à la parcelle. Donc, c'est un indicateur spécifique sur justement des enjeux liés à la présence de haies justement sur des parcelles, parce que ça a un impact direct justement sur les écosystèmes. Voilà, donc ça c'est intéressant, je pense, à avoir en tête. Et comme les microplastiques, qui est aussi un enjeu sur la biodive, en l'occurrence marine, les microplastiques est envisagé comme un 18e indicateur au niveau européen. Voilà. Donc la CV évolue pour toujours mieux approximer le vivant qui est infiniment plus complexe que ce que nous pouvons en dire aujourd'hui. Puisqu'on peut rebondir, c'est une affreuse expression, rebondir sur quelqu'un, mais j'espère que je ne vous ferai pas mal. Deux choses. La première chose, c'est que quand j'ai eu cette mission d'expertise pour UFC que je choisis, bon, j'ai fait, comme tout le monde, j'ai fait de la biblio, et j'ai vu effectivement qu'il y avait des tentatives de modélisation, des indices, je ne sais pas de quelle manière elles sont développées, qui rendaient mieux compte la biodiversité, qui en prenaient mieux compte que d'autres. Par exemple, je me souviens avoir vu un module qui s'appelait BVI, qui était développé par l'équipe de Lindner, qui est à la ramasse, quoi. Point de vue sciences écologiques, ils sont à la rue. Ces gens n'ont rien lu de pertinent. On sent que ce n'est pas leur culture, leur savoir-faire, donc ils ont du mal. Par contre, j'avais vu analyser un indice qui s'appelait Biosyscan, qui d'un point de vue écologique était robuste et qui donnait des simulations qui me semblaient intéressantes. Donc je pense qu'il y a des choses qui se font, et je pense il est important de créer des passerelles. Je pense que personne ne sait faire tout seul, et je pense qu'il faut aller chercher des expertises où elles sont. Maintenant, quand vous dites qu'il y a un nouvel indice qui est créé, je pense qu'effectivement, un des problèmes, c'est de ramener tout à la parcelle. Un écosystème, ce n'est pas une parcelle. Et par exemple, si vous lisez les travaux d'écologie du paysage récents, on s'aperçoit que déjà, pour mesurer la biodiversité, il faut travailler à 2 échelles. On parle, nous, dans notre jargon, mais je le dis pour faire sérieux, hein, sinon... il y a ce qu'on appelle la biodiversité alpha, c'est-à-dire on va compter les espèces à petite échelle, et puis on a ce qu'on appelle la biodiversité gamma qui se fait au niveau régional. Alors pourquoi on fait ça ?
parce qu'effectivement, il y a une quantité d'espèces qui bougent, qui ont des refuges, et puis qui colonisent, qui repartent, qui vont ailleurs pour se reproduire, etc. Et donc je crois que ramener à la parcelle, on repère l'information, et je pense qu'il faut éviter ça, il faut absolument s'ouvrir, il faut collaborer beaucoup plus large, parce que je pense que malheureusement, à l'époque où on est, les enjeux écologiques sont tels qu'il faut aller beaucoup plus vite, l'urgence est trop forte. Oui, allez-y. Quand on se positionne du point de vue du politique, où il a besoin d'avoir ces chiffres pour prendre des décisions, il y a un autre paradigme, c'est de se dire, donc, si on regarde les chiffres sur le carbone, ça crée le changement climatique, et le changement climatique, aujourd'hui, ça a des conséquences déjà présentes en France. Et le politique, il doit aussi, en tout cas au niveau de l'État et de tous les ministères, assurer la sécurité des habitants et assurer ses missions régaliennes de base. Et ce qu'on remarque, c'est que la perte de biodiversité, elle va aggraver les conséquences du changement climatique. Donc, par exemple, si les sols n'absorbent pas du tout l'eau, il va y avoir plus d'inondations. Si de la même manière, ça peut aussi augmenter les feux de forêt ou les feux. Et du coup, ça peut être un moyen aussi de ramener la biodiversité au centre du sujet, donc pas forcément du point de vue des chiffres et quantitatifs, mais juste quand on regarde les co-bénéfices, si on veut réduire les conséquences, les co-bénéfices, enfin du coup dans l'autre sens, c'est à la fois réduire nos émissions de gaz à effet de serre qu'on peut bien quantifier, et à la fois de faire en sorte de moins détruire la biodiversité. Donc voilà, moins d'un point de vue quantitatif, mais plus d'un point de vue qu'est-ce que ça peut engendrer comme conséquence. Je vous laisse rebondir rapidement pour qu'on passe à la partie 2. Ouais, très rapidement. Un complément aussi sur l'affichage, il est envisagé dans le cadre du dispositif. Encore une fois, le décret pour le premier secteur, donc le textile, va arriver dans les prochaines semaines. Il est envisagé de laisser la possibilité aux metteurs sur le marché, donc les industriels, les distributeurs, les marques, d'apposer, d'afficher à côté du coût environnemental, donc de l'unité et du format obligatoire qui va être décidé. Les metteurs sur le marché auront la possibilité d'ajouter des compléments, des informations complémentaires, des scorings différents de l'affichage, tant que le coût environnemental est affiché. Et donc, une des raisons de cela, c'est justement que le politique est conscient des limites de l'affichage environnemental et qu'il est conscient qu'apporter des informations additionnelles, par exemple spécifiques à la biodiversité, avec, je ne sais pas, on peut imaginer des labels ou des systèmes de scoring additionnels qui mettent par exemple de la couleur selon différents critères vraiment spécifiques, ça du coup c'est autorisé pour justement mieux orienter les consommateurs selon leurs besoins. Okay. Merci beaucoup, ça fait une très bonne transition pour notre partie 2, qui est, donc dans la partie 1, on a vu qu'il y avait un certain nombre d'enjeux à évaluer comment nos produits de consommation ont un impact sur l'environnement. On a vu que c'était très important de le protéger, notamment la biodiversité qui a beaucoup de co-bénéfices. Et du coup, dans cette deuxième partie, on va se demander si c'est efficace d'afficher l'impact environnemental des produits via des étiquettes ou sur directement le packaging. Et est-ce que ça induit des changements de consommation niveau consommateur ? Et on va commencer pour ça avec vous, une question, Monsieur Lepère. Donc vous avez un label qui est Bleu Blanc Cœur que vous avez détaillé. Et peut-être déjà vous avez un retour sur votre label qui est plus axé nutrition. Et dans quelle mesure vous pensez que les changements de comportement entre nutritif et environnemental peuvent être du même ordre de grandeur? Alors en fait, Bleu Blanc Cœur aujourd'hui, c'est 2 personnes sur 3 qui connaissent le logo sans savoir quelle est la promesse derrière le logo. Je vous en ai parlé tout à l'heure de la promesse. Je pense que la majorité d'entre vous les découvraient. Donc aujourd'hui, ce qui nous motive en fait l'affichage et ce qui est expliqué donc dans la façon dont on affiche sur les produits, en fait, le label, il est souvent affiché sur le produit. Et puis, il y a la possibilité pour les distributeurs et en fait tous les adhérents de la démarche d'apposer des contre-étiquettes pour expliquer les aspects de santé et d'impact environnemental
sur la biodiversité en particulier qui existe. Mais encore faut-il le lire. Donc voilà, c'est aujourd'hui dans les études qui ont pu être faites sur l'économie expérimentale finalement des choix de consommation, Bleu Blanc Cœur fait partie d'une chaire sur l'université de Rennes de l'alimentation et le bien manger, et qui en fait a montré dans différents travaux dernièrement que le consommateur, dans son acte d'achat, il avait plus de motivation à payer pour finalement une promesse de santé qu'une promesse environnementale. Et donc aujourd'hui, nous, c'est vraiment sur l'aspect santé que l'on insiste, puisque c'est vraiment l'histoire de la démarche. Et sur l'aspect environnemental, il y a la possibilité en fait de effectivement présenter les co-bénéfices de la démarche, mais ça reste effectivement le choix de chacun de communiquer comme il veut sur ces co-bénéfices. Vous mangez tous au restaurant universitaire, vous mangez tous des œufs, du porc et de la volaille Bleu Blanc Cœur au restaurant universitaire. Je ne suis pas sûr qu'on vous a fait la promotion de l'affichage environnemental de Bleu Blanc Cœur et de ses bénéfices environnementaux. Donc voilà, ça ne saurait tarder. Je suis à la disposition du restaurant universitaire pour venir. Mais c'est des choses sur lesquelles on communique, sur lesquelles les distributeurs commencent à communiquer. Là, j'ai apporté un spécimen en fait de bouteille de lait. Donc c'est la marque distributeur U, qui elle revendique effectivement ce que je vous expliquais tout à l'heure sur la moindre émission carbone du lait Bleu Blanc Cœur. Ici, c'est écrit noir sur blanc. Il y a un certain nombre de clients qui n'iront jamais ce qui est écrit sur la bouteille de lait, donc ils vont passer à côté de cette information, et le distributeur et les équipes qui travaillent dans le commerce alimentaire, qui mettent en rayon ces bouteilles, ne connaissent pas non plus. Donc c'est un long travail d'explication, de rendre disponible l'information, et qu'après les gens puissent effectivement se l'approprier. Et bien justement, Madame Montagna, est-ce que vous avez déjà mené des expériences d'affichage environnemental au sein du Crous, et est-ce que cela a fonctionné? Et ben, du coup, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et vous irez voir, c'est effectivement affiché si les viandes sont Bleu Blanc Cœur ou tout ça, mais avec des petites pastilles. Donc, je ne sais pas si vous allez au restaurant qui est juste à côté ou à d'autres, mais généralement, au-dessus est affiché du coup le menu de ce qui est dans la vitrine. Et il y a des petites pastilles avec écrit Bleu Blanc Cœur, bio, local et d'autres labels. Mais du coup, il y a une différence entre rendre visible et le fait qu'on le voit vraiment. Donc ça, c'est le premier sujet. Et ensuite, le deuxième sujet, c'est est-ce que le fait de le rendre visible et de l'avoir vu, ça va changer ou non ce que l'étudiant ou l'usager va vraiment prendre. Est-ce que ça va vraiment changer son choix d'achat, en sachant que chez nous, on ne vend pas des produits bruts, mais bien des plats transformés. Donc on a fait... Vous pouvez mettre la slide. Merci. On a fait 2 expériences qui étaient assez différentes et complémentaires, en sachant que c'est 2 expériences récentes, mais on en avait déjà fait d'autres auparavant. Donc celle que vous voyez à gauche, on a travaillé avec un laboratoire de recherche de Lyon 1 et des étudiants qui ont élaboré du coup un site internet qui s'appelle Aliments Empreinte, donc basé complètement sur les données de Agribalis de l'ADEME. On rentre une recette dans leur site internet et ça nous donne le score carbone. En parallèle de ça, ça nous donne aussi le nombre de protéines, le nombre de lipides, tout ça pour que nous, on puisse s'assurer que la recette soit, qu'elle soit conforme d'une manière diététique. Mais du coup, là, vous voyez, l'idée, c'est qu'au lieu que ça nous donne juste le nombre de grammes d'émissions de carbone, c'est qu'à la fin, ils l'ont sorti sur une jauge qui disait globalement ce que donc n'a pas choisi de faire, mais mettre des couleurs en disant voilà votre budget carbone de la journée, combien vous avez consommé en mangeant ce plat-là. Donc cette information, elle paraît quand même assez claire, et pourtant, donc, je ne sais pas quel restaurant vous fréquentez, si vous fréquentez un restaurant universitaire, mais généralement il y a beaucoup de monde. L'affichage, il est à un endroit, et on s'est rendu compte que donc on a mis cet affichage pendant 3 semaines avec des étudiants de Lyon 1, et on s'est rendu compte que peu de monde l'avait vu à la fin, parce qu'on s'est mis à la sortie pour demander est-ce que vous l'avez vu, oui, non,
Et s'il l'avait vu, est-ce que ça a changé votre choix? Enfin, est-ce que ça a impacté votre choix? Et on s'est rendu compte qu'il y avait à peu près 4 choses qui changeaient le choix de l'usager. Et aucun était l'affichage. Donc je vais vous dire les 4. Déjà, c'était la file d'attente. Des fois, s'il y a un îlot qui est complètement vide, tandis que tous les autres, il y a la queue, et que l'usager est pressé, il va aller là où il y a le moins d'attente possible. Le deuxième, c'est simplement est-ce qu'il a envie de manger ça aujourd'hui ou non. Donc il fait le tour, il regarde et il choisit visuellement avec l'aspect visuel du plat. Le troisième, c'était plutôt par habitude, on va toujours à tel endroit, mes amis vont toujours à tel endroit, donc pourquoi j'irai à l'îlot végétarien alors qu'on est toujours allé là? Et le quatrième, c'est plutôt le côté préjugé, donc justement de se dire est-ce que ça a un co-bénéfice sur la santé? Est-ce que je peux être en manque de protéines si je mange moins de viande? Aussi, on l'a entendu, étant donné que le repas il est à 1 € ou 3,30 €, c'est impossible que la viande elle soit de qualité, donc je préfère ne pas prendre de viande. Voilà, ça va dans les deux sens, mais ce côté préjugé. Donc au final, l'affichage, on a beau en faire énormément, peut-être trop, au final il n'est pas regardé, et quand il est regardé, c'est pas ça qui va impacter le choix de l'étudiant. Donc du coup, c'est pour ça qu'on est parti sur un deuxième format d'affichage, donc c'est celui que vous avez à droite, qui est beaucoup plus clair, avec des énormes pincettes, et c'est pour ça que je vous disais qu'on est vraiment sur un système d'ordre de grandeur, donc on ne se demande pas si la viande elle est bleu blanc cœur ou quoi, et c'est beaucoup plus vulgarisé, donc c'est moins précis, mais ça donne des ordres de grandeur, et en fait ça on l'a couplé surtout à quelque chose qu'on a fait de notre côté, c'était de changer les propositions qui étaient faites pendant qu'on faisait cette deuxième campagne, de faire des propositions végétariennes très appétissantes, donc ça pouvait être les lasagnes chèvre épinard, c'est notre meilleure vente végétarienne, et à côté la viande, on avait mis que de la viande blanche, voire voilà, on avait enlevé les steaks frites parce que ça c'est un produit qui part très bien. Donc du coup l'objectif de cette deuxième expérimentation, c'était est-ce que quand on change les plats, c'est ça qui va le plus impacter? Et donc effectivement on s'est rendu compte que l'affichage, ça aidait à comprendre pourquoi on changeait nos pratiques, mais que c'était bien le changement de nos pratiques qui faisait qu'il y avait un changement de la part de l'usager final. Merci beaucoup. Peut-être, Monsieur Eptine ou Fournier, vous avez aussi des expériences concrètes de est-ce que, en montrant l'impact environnemental des produits, il y a eu un changement de comportement, ou au contraire, est-ce que ça a ses limites et comment s'y prendre, si c'est pas le cas? Moi, je vais peut-être apporter un angle en lien avec votre question. C'est qu'une des raisons principales de la mise en place de l'affichage environnemental, c'est justement le constat qu'il y a depuis des années trop d'informations pour le consommateur sur ces enjeux, et que les consommateurs sont souvent perdus, et aussi que les industriels, vu qu'aujourd'hui il y a quand même peu de réglementation sur ce qui est possible de communiquer ou non, c'est aussi que les industriels ou les metteurs sur le marché adaptent ou choisissent les systèmes de scoring ou les labels, entre guillemets, qui les notent correctement. Je pense à pas mal d'articles qui sont passés récemment sur typiquement l'affichage ou non du Nutri-Score, selon la note, ou plus précisément selon la couleur des produits, que quand le système de notation du Nutri-Score a évolué et que les couleurs ont évolué, on a vu des marques enlever le Nutri-Score ou l'afficher. Donc ça, c'est un constat. Et un des objectifs de l'affichage, qui est repris d'ailleurs au niveau européen dans la directive Green Claims, c'est justement, alors pas de limiter ou d'interdire les systèmes de labeling ou d'informations additionnelles, puisque justement elles peuvent être pertinentes et elles apportent justement des informations complémentaires, mais c'est de dire, à minimum, il nous faut, lorsque c'est possible, donc c'est pour ça qu'on travaille secteur par secteur, alimentaire, textile, ameublement, il nous faut un système de scoring qui puisse concerner
toutes les catégories de produits. Alors la méthode, ensuite, les paramètres, etc. sont spécifiques à chaque filière, ça prend du temps, mais que le système de scoring soit harmonisé entre les différents secteurs, justement pour que les consommateurs, enfin les citoyens en l'occurrence, aient des ordres de grandeur sur le coût environnemental. Encore une fois, un coût environnemental qui prend en compte toutes les étapes du cycle de vie et les différentes dimensions, les différents enjeux environnementaux d'un produit. Voilà. Et peut-être une précision, pas forcément sur des échelles de scoring additionnelles, mais sur les labels. En général, les labels, bon, sauf par exemple l'écolabel européen, c'est basé sur tout le cycle de vie, mais la plupart des labels aujourd'hui se concentrent sur un enjeu spécifique d'un produit. Il y a des labels spécifiques juste sur l'emballage, mais en fait, pour certains produits, l'emballage, en fait, on s'en fiche d'un point de vue environnemental. Enfin, ça ne pèse pas plus de 10% en général des enjeux environnementaux, du coût environnemental. Donc voilà, c'est des informations additionnelles sur ce sujet. Moi, je n'ai pas d'expérience géniale à raconter, mais enfin, ce que vous faites est ceci admirable. Je pense que vous avez une patience et une résilience qui mérite les applaudissements de la salle, parce que c'est un combat difficile. Mais pendant la scolarité de mes fils au lycée, j'ai toujours été dans l'association de parents et je m'intéressais à la restauration du lycée. Donc, dans la banlieue toulousaine, rugby, hein, vous voyez, donc quand vous commencez, déjà, premier argument qui intéresse les gens, c'est que ce soit le moins cher possible, pour en avoir le plus possible. Donc ça, c'est le premier. Et si vous commencez à discuter de viande bovine, là, vous êtes lynché, parce qu'il y a quand même et ça, j'ignorais. J'ai découvert, là, dans la culture sud-ouest, je ne sais pas si c'est le même ici, qu'il y a ce mythe que les hommes doivent manger de la viande rouge pour être costauds et performants. C'est un truc que j'ai jamais réussi dans les discussions à dépasser, quoi, qui est extraordinaire. Alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, parce que mes fils ont grandi, mais... Du coup, je vais rebondir pour... donc c'est pas une campagne qui est déjà sortie, mais c'est notre prochaine expérimentation d'affichage. Elle sera toujours sur changer nos pratiques et pour rendre les plats plus appétissants, mais elle sera accompagnée d'une nouvelle campagne d'affichage qui n'aura rien à voir avec l'écologie et qui sera justement sur le thème du sport, de mettre en avant, donc on verra sous quelle forme, mais de mettre en avant le fait qu'on peut être sportif, voire sportif de haut niveau et végétarien. Voilà. Donc effectivement, c'est toujours un sujet d'actualité et peut-être qu'on dévie un tout petit peu, mais nous, donc, on suit le taux de prise végétarien de tous nos restaurants et là où on a les moins bons taux de prise, c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est quand même ce qu'on observe. C'est là où on a les universités qui proposent STAPS ou alors les écoles d'ingénieurs qui ont beaucoup de garçons. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a observé. On ne l'a pas objectivé, mis à part le fait qu'on a cette corrélation qui se reproduit dans les 3 restaurants universitaires où on a soit les STAPS, soit les écoles d'ingénieurs. Voilà. Donc je pense que ça continue. C'est vrai qu'écologiquement c'est important quand on voit les chiffres que vous mettiez. Si vous y arrivez par des arguments qui ne sont pas écologiques, mais en travaillant sur le psychologique, vu l'impact que ça a sur les empreintes carbone, c'est tout bénéfice, je pense. Il ne faut pas hésiter. Et juste pour rebondir, après, c'est vrai que c'est aussi l'idée du moins mais mieux, en fait, hein, qui prend de plus en plus de place dans surtout la jeune génération dans ses choix de consommation. Mais c'est vrai que je trouvais intéressant l'idée de dire moins et plus, moins ça nous coûte cher et plus on en a. C'est vrai que c'était peut-être l'ancien logiciel, mais maintenant ce qu'il faut s'intéresser effectivement, c'est ce qu'on met dans l'assiette, qu'est-ce qui est réellement intéressant pour moi d'un point de vue nutritionnel. Et pour reprendre mon sujet sur ces viandes bleu blanc cœur, aujourd'hui les expériences qu'ont fait les chefs du Crous, c'est que sur les viandes de porc, les viandes de volaille, elles fondent moins à la cuisson, parce qu'on a changé finalement la qualité des graisses, on a une meilleure rétention de l'eau, une meilleure rétention des nutriments de manière générale. Et en fait, on va avoir plus d'oméga 3, parce que ça, on le certifie avec une analyse chimique en bout de chaîne alimentaire, on va dire. Et vous allez manger cette viande-là, elle va être
a priori plus intéressante d'un point de vue nutritionnel et d'un point de vue énergétique pour votre corps que finalement d'autres types de production que vous pourriez trouver en dehors du restaurant universitaire, là, pour prendre cet exemple. Merci. Pour rebondir sur ce que vous disiez, Jean-Louis Eptine, sur la façon de faire changer les modes de consommation, dans votre rapport de février 2024, vous citez un extrait tiré de l'annexe du rapport du gouvernement au Parlement qui dit que l'affichage environnemental doit être vu à sa juste valeur. Il ne s'agit pas d'un simple débat, d'un choix scientifique, mais bien d'un choix de société. Est-ce que pour vous, on est arrivé à ce niveau de réflexion ou pas encore? Ou autrement dit, est-ce qu'on arrive à avoir un consensus sur le choix de société qu'on veut faire? Oula, vaste question. Donc, il faille faire un choix de société, j'ai l'impression que... Enfin, pour moi, ça me paraît évident. Je veux dire que quand je regarde ce qui s'est passé à Valence au mois d'octobre, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait eu des inondations assez fortes dans la région lyonnaise à peu près à la même époque. Valence, c'est 5 milliards de dégâts. Les premières estimations des méga-feux en Californie, c'est 255 milliards de dégâts. Donc la question qui se pose effectivement, est-ce que la trajectoire actuelle va être soutenable, ne fût-ce que financièrement? On voit déjà des compagnies d'assurance qui refusent d'assurer les maisons en Californie. Donc je ne vais pas employer le mot collapse que certains manipulent, mais bon voilà, ça pose des questions, à mon avis, sociétales profondes. C'est vrai que, par exemple, pour rester dans le débat autour de l'affichage environnemental, il y a des connaissances scientifiques extrêmement importantes qui se développent très rapidement en Europe, puisqu'on a, par exemple, 16 projections systémiques d'évolution de l'agriculture sur des pas de plusieurs années, pour ne pas avoir des chocs qui sont difficiles à absorber socialement. Je pense que la France est extrêmement bien placée sur ce côté-là, puisque vous avez le scénario TIFA, TFYFA, si ça vous intéresse, 10 Years for Agroecology. Vous avez le scénario toulousain AFTER, qui est aussi très intéressant. Et puis tout récemment, j'ai vu que le Shift Project de Jancovici s'était saisi du projet pour revisiter ces projections. C'est vrai qu'il y a cette ambiance de nécessité de changement. Maintenant, c'est difficile avec ce qu'on a vu sur toutes les télévisions hier et qu'on lit dans toute la presse aujourd'hui, d'être optimiste et de se dire le train est lancé, quoi. Donc c'est plus... Pour reformuler un peu la question, est-ce que pour vous, l'affichage environnemental, c'est une question purement technique ou c'est une question sociétale? Pour moi, c'est une question sociétale et qui rejoint les objectifs du début. C'était vraiment orienter le consommateur avec toutes les difficultés qu'Anaïs a soulevées, mais c'est vraiment ce problème d'orienter et en miroir de conscientiser les producteurs, les transformateurs et les aider dans cette transformation, parce que c'est des coûts de transformation de société qui sont énormes et je pense qu'il faudra y faire face. Il n'y a pas de raison, par exemple, que les agriculteurs supportent tout ça tout seuls, donc c'est vraiment un projet de société. Mais ce que je trouve intéressant dans toutes les projections dont je vous ai parlé, c'est qu'en même temps, ça va au-delà d'un problème purement technique, parce que comme vous le disiez, que l'exemple de votre filière, on s'aperçoit qu'en changeant de paradigme, on a des possibilités d'une part d'impulser plus de justice sociale, parce qu'en rapatriant des filières, il est possible que les agriculteurs vivent décemment de leur métier, soient payés au juste prix, et on peut aussi envisager que les consommateurs, tous les consommateurs, aient accès à une nourriture de qualité, que ce ne soit plus question de niche. Alors évidemment, c'est un choix de société, parce que si les agriculteurs doivent être bien payés, c'est vrai que ça aura un coût, mais c'est pour ça qu'il y a aussi des gens qui pensent à ces sécurités sociales alimentaires pour faire baisser les coûts des maladies induites type diabète, etc., les reporter sur l'alimentation. Donc il y a quand même, pour moi, oui, je suis assez optimiste malgré mon grand âge, parce que c'est vrai qu'il y a quand même intellectuellement tout
un bruissement d'idées qui fait que c'est vraiment, ça bouge. Bon, maintenant c'est vrai qu'il y a des politiciens qui sont parfois un peu bas du plafond et qui nous font douter temporairement, j'espère. Et pour compléter, pardon, ouais, clairement, l'affichage est clairement un sujet politique, un phénomène de société, et le politique doit l'arbitrer. Et je vais juste citer deux raisons à cela. Il y en a plus. La première, c'est que quand on regarde concrètement comment sont faits les systèmes de scoring, et bien en fait, on se rend compte que c'est très complexe, et puis qu'il y a énormément de choix qui ne sont pas du tout neutres, que ce soit dans les bases de données utilisées. Prenons l'exemple de la laine. Concrètement, quand on cherche à calculer l'impact de la laine, bon, mais la laine, ça provient d'un mouton. Donc on calcule d'abord l'impact d'un mouton, et puis ensuite, on se pose les questions, quels sont les coproduits d'un mouton. Donc il y a du lait, il y a de la viande, il y a de la laine, et il y a des taux d'allocation utilisés. En fonction des bases de données, il y en a qui vont vous dire, mais en fait le mouton il est là que pour de la laine, donc 100% de l'impact du mouton c'est pour de la laine. On peut imaginer ça en Nouvelle-Zélande ou en Australie, parce qu'en effet il y a des cheptels de moutons qui sont élevés, notamment le mérinos, justement pour des filières textiles, donc on peut considérer que les moutons sont là pour le textile, alors qu'il y a des pulls comme celui-ci qui est fait en France, mais en l'occurrence en France la laine on la brûle parce qu'on ne sait pas la valoriser, et que c'est un coût pour les éleveurs. Et donc là si on applique la même chose, on disait que l'impact du mouton pyrénéen, l'impact de la laine du mouton pyrénéen correspond à 100% de l'impact du mouton, en fait on a tout faux, parce qu'en fait les moutons pyrénéens ils ne sont pas là pour ça. Donc d'un point de vue technique, il y a énormément de choix qui sont pas neutres du tout, et donc c'est le rôle du politique justement de rendre ça transparent et d'ouvrir le débat pour justement que les citoyens soient informés tout simplement, et que les filières aussi puissent contribuer, puisque c'est quand même très, très complexe. Donc ça c'est une première raison. Et une deuxième raison pour laquelle l'affichage est politique, c'est parce que s'il n'est pas politique, l'affichage est développé du coup par les gens qui sont intéressés par ça. Donc il y a le citoyen, mais le citoyen n'a pas forcément les moyens de développer un système d'affichage, donc ça va être développé par des industriels et par le secteur privé. Voilà. Et les secteurs privés et industriels, si on les laisse faire tout ça, et bien en fait ils font ce qu'ils savent faire, et c'est très bien, hein. Le système de l'offre et de la demande a aussi beaucoup d'avantages, mais ils vont écrire leurs règles de calcul, et donc c'est ce qu'on appelle du lobbying, et c'est ce qu'on voit dans le cadre de nos travaux au niveau français, et qu'on voit aussi beaucoup au niveau européen, puisque, alors ça c'est un avis personnel, mais le politique est moins fort au niveau européen, donc les filières et les industriels tirent la couette de leur côté. Mais c'est difficile de leur jeter de la pierre, hein, parce qu'ils défendent leurs intérêts, mais il faut un politique fort en face pour justement mettre aussi le citoyen, les associations dans le débat, et puis faire des choix qui impliquent la société. Merci beaucoup. Ça tombe bien, on avait une question qui correspond parfaitement aux enjeux que vous soulevez. C'est que quand on parle d'affichage environnemental, on aborde la question du côté du consommateur, de se demander est-ce que c'est efficace pour induire un changement de comportement et de consommation du consommateur. Mais est-ce que ça peut aussi avoir un intérêt pour changer dès les modes de production à la source, selon vous, selon, par exemple, si on va mettre le critère un peu plus sur certaines choses, ça peut peut-être induire certains types de transformations. Voilà, c'est une question ouverte pour qui veut répondre encore une fois. Moi, j'espère que je me suis bien fait comprendre, mais du coup, oui, parce qu'effectivement, nous, la boussole, c'est les oméga 3, et effectivement, l'herbe, le lin, la luzerne, c'est la biodiversité végétale, c'est la relocalisation des sources de graisse et de protéines dans les filières. Donc, effectivement, dès qu'on va mettre qu'un indicateur pour, entre guillemets, piloter la transformation des systèmes agricoles, on va dans le mur. Certains aujourd'hui prennent que l'indicateur carbone, ils parlent de régénération des systèmes agricoles, d'agriculture régénératrice, et puis ils disent ok, on va augmenter les taux de matière organique dans les sols. C'est bien, mais ça ne fait pas l'entièreté du système biologique qu'est l'agrosystème et l'écosystème dans lequel il s'inscrit. Donc il faut aussi regarder les autres indicateurs, et c'est vrai que la CV est quand même assez intéressante parce qu'elle intègre un certain nombre de critères, quoi. Non, juste un élément de réponse. Il est clair qu'à partir du moment où une information touche l'acte d'achat, il y a un impact direct sur la sensibilité des filières, des entreprises, en lien avec cet affichage, et donc ensuite en lien avec leur choix de production. C'est notamment pour ça que sur l'affichage, notamment sur le textile, ces 2-3 dernières années,
on a vraiment embarqué, enfin la filière a vraiment été bien embarquée au niveau européen et français. Dans le cadre des 2 ans, il y a des expérimentations, il y a vraiment beaucoup de travaux, beaucoup de lobbying, mais dans le bon sens du terme, je dis ça, de la part des filières, des industriels, pour justement contribuer à la méthode, l'influer, puis à un moment donné, le politique tranche. Mais non, c'est clair. En tout cas, j'ai vu sur le textile le fait que ce n'est absolument pas neutre et que l'industrie se prépare justement à cet affichage, puisque c'est majeur. C'est majeur. Et, je vais répondre, mais en faisant lien avec la question suivante qui était pour moi. En fait, quand on parle d'offres et de demandes, et quand on parle de est-ce que le politique peut avoir un impact sur, en travaillant sur ça, peut avoir un impact sur la demande et l'offre, il le peut par un intermédiaire qui est toutes les administrations publiques, si il les oblige à acheter des produits de qualité et des produits labellisés, donc ce qui est le cas avec la loi Egalim, où tous les établissements publics sont censés atteindre 50% de produits labellisés. Les établissements publics, c'est le Crous, tous les hôpitaux, tous les lycées, les collèges, les primaires, j'en oublie sûrement d'autres. Je vais pas tous les citer, mais il y en a beaucoup. Et du coup, au niveau de la France, ça représente quand même une masse d'achat qui est assez importante. Et du coup, si déjà cette masse d'achat, elle se tourne vers des fournisseurs de qualité, et ben ça fait autant de demandes, donc potentiellement d'agriculteurs ou de systèmes agricoles qui vont se transformer vers des filières labellisées. Donc dans ce sens, ça a déjà un impact. Et du coup, j'enchaîne sur le sujet des marchés publics, puisque donc, tous les établissements publics ne peuvent pas acheter à l'agriculteur du coin, malheureusement, puisque c'est les conditions d'achat sont assez strictes liées au marché public. Donc ça, c'est vrai pour tout ce qui est lié à la restauration, mais c'est le cas de tous les autres achats publics. Donc ça a à la fois des avantages, c'est à la fois un levier et à la fois quelques freins. Les freins, c'est que tout d'abord, on peut difficilement modifier un marché en cours. Donc si tout d'un coup on veut que des achats bio, il faudra attendre que le marché se finisse pour en faire un nouveau. Et puis il est parfois difficile aussi de mettre des critères aussi précis si on veut que tout le monde puisse y répondre. Voilà, c'est technique. Mais d'un autre côté, c'est aussi un levier parce que justement, si on arrive à changer un marché et prendre que des œufs à bleu blanc cœur, et tout d'un coup, tous nos œufs sont bleu blanc cœur et on ne se pose plus la question de savoir où est-ce qu'on va acheter. Donc c'est à la fois un frein et à la fois un levier quand on regarde, nous au niveau du Crous, on a des centrales d'achat qui sont au niveau national de tous les Crous de France, mais on a aussi des centrales d'achat plus locales avec la centrale d'achat de la région où on arrive à avoir des produits plus locaux. Et du coup, au niveau de la France, toutes ces centrales d'achat qui sont en train de travailler pour inclure plus de produits labellisés, ça fait qu'à l'échelle de la France, ça fait quand même une grosse masse qui est en train, petit à petit, d'aller vers ces produits plus responsables. Et pour finir, du coup, je vais poser une petite question pour vous 4. Un conseil pour consommer mieux ? Je vais prendre la parole parce que j'ai peur qu'après ils disent la même chose. Mais je dirais consommer moins. Je crois que c'est vraiment le levier de... Voilà, je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Mais je pense que pour réussir la transition, c'est consommer moins et mieux quand c'est possible. Mais déjà, si on le fait moins, on enlève toutes ces questions de se dire est-ce que c'est responsable ou non. Moi, je pense qu'il y a une question qui est autour de s'informer, en fait, pour consommer mieux. Aujourd'hui, OK, on est... on va dire, on est exposé à tout un tas d'informations. Il y a les fausses, les vraies, les fausses vraies et les vraies fausses. Mais en fait, je pense que vu vos formations en plus, ici, là, dans la salle, la clé, c'est quand même effectivement d'aller s'informer. Il peut y avoir des controverses, il peut y avoir des débats scientifiques autour de l'utilisation d'un indicateur ou d'un autre. Mais finalement, voilà, plus vous chercherez par vous-même à comprendre ce qui se passe et à chercher l'information, plus vous ferez des choix de consommation en conscience, quoi. Ouais, moi je dirais un peu la même chose, de s'écouter, c'est-à-dire
peut-être être moins sensible à toutes les injonctions qui peuvent être contradictoires, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la publicité, etc. Et d'acheter en conscience et être bien conscient qu'en fait on a un pouvoir énorme en tant que citoyen lorsqu'on sort notre carte de crédit et être conscient de ça, en fait ça débouche sur plein de réflexions et qui amène à réajuster et à remettre en question pas mal de choix qu'on fait au quotidien. Voilà. Donc c'est vrai que la notion de s'informer est vraiment importante. Merci. Je dis quelque chose. Ah non. Je ne peux pas me cacher derrière vous. Bon, moi, ça me paraît important, ça c'est vrai, parce que on est une société d'abondance, on se laisse vite aller. Je pense que ce qui aide aussi à faire moins, c'est peut-être de relocaliser ses achats. Bon, je suis prudent en le disant, parce que c'est vrai qu'étant à la retraite, j'ai peut-être plus de temps, moins de pression d'horaire et tout. Mais bon, j'ai de la chance où j'habite d'avoir ce qu'on appelle un magasin de producteurs, qui est un centre de dépôt, donc on peut aller s'approvisionner. Il y a aussi des choses, je trouve, intéressantes, genre AMAP, qui soutiennent des réseaux locaux. Je crois que ça me paraît important, moins, ça je suis sûr, et essayer de relocaliser au maximum dans nos choix, parce que ça facilite aussi, ça met l'accent sur certaines filières, sur des emplois, ça recrée des territoires, ça me paraît important aussi. Et puis ça permet de rencontrer les gens et de savoir, on peut lui dire comment tu fais ceci, de comprendre leurs contraintes, de voir ce qu'ils font exactement, et donc de faire des choix en âme et conscience. Merci. Merci à tous pour ces échanges enrichissants. Nous allons donner la parole au public. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Est-ce que le public est fatigué? Si vous n'avez pas de questions, on en a, mais... Oui, bonjour. J'avais une question sur... donc là, on a beaucoup parlé de qualité des produits, de l'impact environnemental de chacun de ces produits, etc. Est-ce que... Parce que du coup, j'en ai pas entendu parler et je ne sais pas si c'est pris en compte. Est-ce qu'on prend aussi en compte le fait que ce produit soit, par exemple, surconsommé ou surproduit par rapport à ce qu'il devrait être ? Dans le sens où, en fait, on aborde très peu les quantités produites plutôt que la qualité des produits qu'on produit. Est-ce que, par exemple, sur les t-shirts, c'est pas aussi pertinent de dire, certes, ce t-shirt a une mauvaise qualité et il est surtout surproduit et surconsommé. Donc, est-ce que c'est pris en compte et sinon, dans quelle mesure ce serait intéressant ? Oui, merci pour la question, qui est une belle question. Donc, la réponse courte, c'est oui, c'est pris en compte sur le textile et ça n'a pas été facile. Quand on regarde juste l'impact mental d'un produit dans une démarche assez viste, donc de la CV, de manière assez bête et méchante, on ne peut pas le prendre en compte, puisque l'impact unitaire d'un produit, on pense aux pratiques de fast fashion, on va prendre un t-shirt en polyester qui est fait au Bangladesh ou en Inde ou en Chine. Mais en fait, il y a des super machines, c'est des gros industriels, ils travaillent très bien. Et l'impact unitaire d'un t-shirt en polyester, en fait, il est très faible, très peu d'énergie, etc., puisqu'ils en produisent énormément avec des belles machines et des belles usines. Et donc, si on ne le prenait pas en compte, en fait, on était incapable de refléter l'impact de la filière. Et l'impact de la filière du textile, c'est avant tout des enjeux de volume, avant d'être des enjeux d'efficacité au niveau de la production. Et donc, ce qui a été proposé, enfin, ce qu'on a proposé, on a dû se battre pour ça, parce qu'on a subi beaucoup de lobbying. On a rajouté, enfin, on a proposé pas des compléments, pardon, mais un coefficient de durabilité. Donc, on vient moduler la durée de vie estimée des textiles selon des facteurs qu'on appelle des coefficients de durabilité non physiques, donc en fait selon des incitations à l'achat. Et donc on s'est basé sur, enfin on a écouté beaucoup d'acteurs, des universitaires, des gens qui font des études consommateurs, enfin on a parlé à pas mal de gens, et on a proposé différents critères, donc typiquement on a pris en compte le prix dans le coût environnemental d'un produit, donc ça a été... Ça a été une petite bataille, on va dire. On est fiers de l'avoir fait. Donc, on a pris en compte le prix parce que typiquement, un t-shirt à 2 €, s'il y a un trou dedans, vous dites je vais aller le réparer. En fait, non, je ne vais pas le réparer parce que ça me coûte 5 fois le prix du t-shirt. Donc, ça, on l'a pris en compte. On a pris en compte la profondeur de gamme, donc la largeur de gamme.
On s'est dit un industriel qui vend un modèle de t-shirt, mais avec 200 coloris différentes, avec 20 verres différents. Bon, ben, en fait, c'est des incitations à l'achat. Donc ça, on l'a pris en compte. Et donc, ça permet justement de refléter les volumes. Et on va voir du coup si ça suit au niveau européen et puis si c'est repris dans d'autres pays. Mais oui, ça a été une belle... On considère que c'est un beau succès. Un complément de réponse, tout à l'heure on parlait de projet de société. Cette question elle est déjà hyper engagée parce que ça sous-entend qu'il y a un nombre qui est trop. Mais qui est-ce qu'on est pour dire qu'est-ce qui est trop, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Et du coup, je suis ravie d'apprendre que les politiciens français portent ce sujet. Mais c'est vrai qu'on a toujours ce côté, en tout cas vu qu'on est dans un système capitaliste où tout le monde est libre d'acheter ou non, de ce côté culpabilisant si on veut que les personnes réduisent, comment on fait pour les inciter à réduire mais sans leur dire attention vous faites trop parce qu'en même temps elles font bien ce qu'elles veulent. Donc je trouve que la question elle est intéressante et je suis très contente de savoir que notre projet de société il va dans ce sens petit à petit. Bonsoir, merci beaucoup pour ces échanges très enrichissants. J'avais une question pour vous, Monsieur Fournier. Vous avez parlé tout à l'heure d'un scoring qui pouvait être mis en place dans l'industrie du textile à côté de l'affichage concernant le coût environnemental. Est-ce que vous ne pensez pas que cette approche volontaire laissée aux industriels mettrait en place plutôt un effet perverse de greenwashing et qu'il ne faudrait pas plutôt inciter, contraindre via la loi ? Oui, bah ça c'est vrai que c'est un débat qui, voilà, avec le politique qui propose quelque chose, mais si c'est un risque clair que des metteurs sur le marché en profitent pour mettre du verre à côté, si je la fais très courte. Mais en même temps, on est conscient des limites des limites de chercher à quantifier le vivant. Donc ça reste un outil qui est imparfait, la CE. C'est un outil on considère qu'il est le plus robuste aujourd'hui. On n'a pas mieux. Donc c'est pour ça qu'on se base dessus. On est très content que la CV existe, mais ça reste un outil imparfait. Et donc on considère que le bénéfice d'apporter des informations additionnelles aux consommateurs sur différents enjeux, il peut y avoir des systèmes de notation additionnels focus sur la biodiversité ou des systèmes de labelling. On considère que ça a plus de valeur entre guillemets que ce risque-là. Voilà, donc ça c'est l'argumentaire qui est retenu. Il y a quand même aussi une contrainte. L'État dit si vous adossez une information additionnelle, elle ne peut pas prendre plus de place que le coût environnemental. Donc juste en termes de visuel, etc. Donc c'est un choix à faire, mais en effet c'est un choix qui est difficile. Mais ça c'est l'histoire du politique sur ce sujet-là, c'est qu'il doit trancher des situations en vrai qui sont quand même très complexes et il n'y a pas de solution parfaite. Et donc, ce sont des décisions pas faciles. Bonjour. Une question pour vous, Monsieur Jean-Louis. Est-ce que vous avez eu des réponses par rapport au rapport que vous avez envoyé au gouvernement ? Oui, je pense. Une réponse la plus intéressante, je trouve, c'est je pense que c'est en mars 2023, parce qu'il n'y a pas que nous, il y a une série d'acteurs qui, au niveau européen, ont soulevé le débat. Je pense qu'effectivement, la Commission européenne a reconnu qu'un affichage qui est uniquement basé sur une démarche d'analyse du cycle de vie était imparfaite et qu'il fallait expérimenter sur d'autres systèmes complémentaires pour couvrir la palette des risques potentiels existants. Donc oui, je pense que ça, c'est une réponse intéressante. Et puis je pense qu'il y a une publication au journal officiel qui reconnaît effectivement la pluralité des approches dans ce système-là. Donc je pense que c'est deux exemples qui montrent qu'effectivement il y a eu on a été entendu. Maintenant, quelles sont les retombées potentielles, ça c'est une autre question effectivement. Mais je profite pour redire que
la prise en compte des enjeux de biodiversité est possible et beaucoup plus rigoureusement qu'on ne le fait à l'heure actuelle. Et je pense que l'analyse du cycle de vie est une démarche d'ingénieur qui est facile à concevoir. Elle est tout à fait à la limite d'un changement de paradigme, mais il faut absolument s'ouvrir parce que sinon, on a effectivement des outils qui sont imparfaits, et comme ils sont imparfaits, ça ouvre des portes à trop d'interprétations face aux enjeux actuels. Alors, c'est pas facile à faire, j'en conçois, ça demande une profonde réorientation, ça doit sans doute avoir des coûts, peut-être augmenter les équipes, la durée du travail, etc. Mais je pense que c'est un enjeu important, il faut le regarder en face, celui-là. Merci. Bonjour, vous avez parlé de la limite, d'une certaine manière, de l'affichage environnemental et du rôle assez important que pouvait avoir l'État dans la transformation écologique. Est-ce que l'affichage environnemental, même s'il ne joue pas forcément toujours énormément sur le consommateur, il a un impact important sur l'industriel à partir du moment où il est mis en place? Est-ce que ça change vraiment les pratiques derrière? Alors moi, quand j'ai parlé déjà de l'affichage, c'était vraiment que sur les restaurants universitaires Crous de Lyon. Donc déjà, ça rétrécit un peu le champ de la question. Et du coup, nous, ce que je vous ai expliqué, c'était sur les usagers. Après, le fait qu'on ait des obligations de produits durables, ça change les pratiques sur les fournisseurs, donc les industriels de l'agroalimentaire, d'une certaine manière. Après, je ne pense pas pouvoir répondre plus au-delà des industriels de manière plus globale. Oui, enfin, un complément, mais je reprends une réponse que j'avais faite tout à l'heure, c'est que lorsque un décret, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas encore de décret mis en place sur l'affichage environnemental en France, hein, des travaux sont en cours, mais en l'occurrence sur le textile, le décret est prêt, on a vu beaucoup d'industriels, mais de distributeurs aussi, donc de plateformes, notamment des plateformes e-commerce, dont une asiatique, donc je tairai le nom, qui, en se rendant compte justement qu'enfin il va avoir une méthode commune, parce que je dis enfin, parce que même les industriels, eux, en fait, ils attendent. Il y a beaucoup d'industriels qui ne se faisaient pas accompagner jusqu'à aujourd'hui dans justement des démarches d'affichage environnemental volontaire et ou de l'éco-conception, parce que justement, ils étaient bien conscients qu'on ne pouvait pas vraiment avoir confiance dans les indications que proposaient des bureaux d'études. Parce qu'en fait, ça, c'est dans le cas des expérimentations il y a 3 ans. Juste pour l'anecdote, c'est intéressant. On a partagé des produits très simples, t-shirt en coton fait en France, t-shirt en coton fait en Chine, en polyester. Enfin, voilà. On a donné des fiches techniques très simples de produits à différents industriels et bureaux d'études. Et à chaque fois, on a eu des résultats différents, juste sur l'impact carbone. Et alors, quand on parle ensuite de coût environnemental en prenant en compte du multi-impact, les écarts étaient encore plus énormes. Et donc ça, en fait, c'est une réalité pour les industriels, ils le voient bien, notamment les marques, ils voient bien qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, vous allez voir différents bureaux d'études, différents experts, vous allez avoir des résultats différents. Donc en fait, concrètement, beaucoup d'acteurs n'ont pas confiance dans les systèmes de scoring, donc ils attendent. Ils disent, bon, c'est pas vraiment, donc on se base sur des labels, etc. Et donc maintenant qu'une méthode commune va harmoniser les systèmes de notation, ben en fait, les industriels, ou beaucoup d'industriels et de distributeurs, se préparent à l'affichage et donc reprennent la méthode, donc ils essaient de la recoder chez eux parce qu'ils peuvent le faire, ou bien se font accompagner par des bureaux d'études. Donc oui, il y a un impact direct sur les industriels lié à l'affichage environnemental. Et moi, je compléterais en disant que, en fait, de toute manière, nous, le travail qui a été fait, par exemple, en réalisant les ACV sur les produits dont je parlais tout à l'heure, en fait, rend disponible une information sur le marché des distributeurs, des industriels, et leur permet aussi de se dire, OK, moi, aujourd'hui, avec ces produits-là, j'améliore mon impact carbone de temps. Dans mon rapport RSE, ça me permet de revendiquer ces améliorations. On voit des distributeurs commencer à se poser des questions, maintenant qu'ils ont trié le papier et éteint la lumière, à se poser des questions sur finalement les produits qu'ils distribuent et l'impact qu'ils ont. Et donc, plus il y a de données existantes, on va dire, dans la littérature, plus ça va les intéresser en fait de remonter sur la chaîne d'approvisionnement qu'ils ont.
Et après, ça va dépendre, on va dire, de leur capacité à aller gérer ces bases de données, les utiliser, agir aussi sur leur chaîne d'approvisionnement, parce que dans les produits alimentaires, il faut remonter des fois super loin. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais d'huile de palme, de fabrication d'alimentation animale. Voilà, c'est des fois pas juste c'est pas un acteur fournisseur, quoi. C'est une chaîne d'acteurs fournisseurs sur laquelle il faut agir. Et en fait, ça se fait un peu en cascade, du coup, parce que si, je reprends l'exemple des restaurants Crous, mais si les restaurants Crous, ils doivent atteindre 50% de produits labellisés, du coup, ils vont changer de fournisseur. Sauf que nos fournisseurs, c'est des plateformes d'achat assez larges. Du coup, elles-mêmes, elles vont changer de fournisseur, qui vont peut-être changer de fournisseur et qui vont changer de méthode d'agriculture. Donc, en fait, ça fait que ça peut être par une action que toute une chaîne est transformée, mais ouais, ça se fait en cascade. Ouais. Peut-être, je veux bien que vous mettiez le compteur des Crous de Bleu Blanquer. Pour vous donner une idée, c'est le compteur du Crous de Lyon, juste celui d'après, des impacts que génèrent en fait les achats des produits Bleu Blanquer par le Crous de Lyon sur les aspects nutritionnels, environnementaux et du coup diversité et paysage. Et donc en fait, c'est exactement ça, c'est l'effet cascade qu'a finalement un choix, un moment d'approvisionnement que font les Crous en s'approvisionnant en produits Bleu Blanquer sur le porc, la volaille et les œufs. Voilà ce qui est généré comme impact positif. Donc effectivement, c'est 545 000 km de voitures parcourues, éviter d'être parcourus. Et puis voilà, l'équivalent de 1000 Français qui augmentent leurs apports en oméga 3. Pour vous donner une idée sur donc ça c'était en 2023 ce compteur-là. Le compteur des Crous au niveau donc national, pas juste Lyon, l'équivalent kilomètres de voitures non parcourues, c'est 9 millions de kilomètres de voitures, donc c'est quand même assez significatif. Et là, l'effet cascade, il est fort parce que c'est effectivement des producteurs d'œufs, des producteurs de porc, des producteurs de volailles qui ont changé leurs pratiques et qui ont du coup mis du soja d'importation en moins dans les rations et moins de produits d'huile de palme et des produits dont je vous parlais tout à l'heure. Puis si je peux ajouter, il ne faut pas seulement le voir à grande échelle au niveau de grandes filières d'approvisionnement. Par exemple, j'ai rencontré des gens en Ariège, agriculture de moyenne montagne, donc des petites exploitations, et où effectivement dans les villages on a à la fois des bobos qui reviennent et qui cherchent une alimentation de qualité et qui veulent que les cantines, les restaurants, etc. s'orientent là-dessus. Ça fait prendre conscience aux agriculteurs locaux, comme le disait Anaïs, que pour pouvoir répondre au marché que des communes lanceraient pour s'approvisionner, il fallait qu'ils s'organisent. Et donc, par exemple, en Ariège, il y a des plateformes d'achat qui sont en train de se constituer avec des signes de qualité à afficher pour rentrer dans... Et ça, c'est énorme parce que vous avez une profession de gens qui sont extrêmement individualistes, qui arrivent, vas-y, il faut qu'on s'organise pour pouvoir vendre nos produits en circuit plus court. Et ça, je crois que c'est à côté de ce que peut faire l'industrie, c'est aussi une démarche qui est extrêmement porteuse, je pense. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions du côté du public ? Ok, sinon j'en ai une. Monsieur Fournier, vous avez dit que niveau analyse cycle de vie, du coup, il y a enfin une entente au niveau européen, mais qu'il y avait certaines limites que, par exemple, la France a essayé de combler de manière volontaire. Pour vous, est-ce que la bonne échelle pour gérer tous les problématiques d'affichage environnemental, c'est plutôt européen ou national ? C'est européen, clairement, et même mondial. Idéalement, idéalement, on a la même méthode de calcul à terme à l'échelle mondiale, c'est juste qu'il faut bien commencer à un endroit. Donc oui, non, ça c'est assez clair. Après, au niveau européen, encore une fois, des décisions politiques, parce qu'il faut du politique réactif pour mettre en place un affichage. Donc pour rappel, il n'y a pas encore d'affichage ni en France ni au niveau européen, en tout cas pas de manière réglementaire. Et donc en fait, on se voit, enfin même je pense que je me risque pas à dire que l'Europe nous voit la France comme un pionnier, et on a tendance en effet à tester, à proposer
méthodes, des compléments, et à les défendre au niveau européen, dans le cadre d'ateliers spécifiques avec la DG Environnement, le JRC ou autre. Et donc c'est ce qu'on a fait ces derniers mois. Et donc voilà, donc il faut bien commencer quelque part. La France est en avance et la France contribue et pousse au niveau européen pour qu'un affichage environnemental puisse être mis en place rapidement. Et, oui, et encore une fois, le cadre PEF, donc c'est le cadre européen, le cadre ACV-PEF aujourd'hui est bien, mais est imparfait. Et il doit, comme je le disais au début, évoluer pour répondre à des limites qui font qu'aujourd'hui il n'est pas acceptable en l'état. Et donc on participe à faire évoluer le PEF dans le bon sens, justement, pour qu'il y ait un affichage européen à terme. Merci. Allez-y. Excusez-moi, j'avais une autre question. C'était donc sur la partie 1, comment évaluer l'impact des produits, l'impact environnemental des produits de consommation. Je me demandais aujourd'hui, que ce soit dans l'ACV ou même dans d'autres méthodes, dans quelle mesure est-ce que les effets de seuil sont pris en compte ? Je pense, je ne sais pas si c'est le terme, mais je pense par exemple à c'est bien d'avoir un indice d'écotoxicologie de l'eau, etc. Mais puisque l'écosystème est complexe, à partir d'un certain seuil, ce ne sera pas simplement une question de à quel point c'est élevé, mais à partir d'un certain seuil, un certain nombre d'espèces vont disparaître ou ce genre de choses. Dans quelle mesure est-ce que ça c'est pris en compte ? Le fait que justement, ce ne soit pas des simples données quantitatives, mais bien un système avec des effets un peu plus complexes. Moi, je ne peux pas répondre de manière détaillée, mais je sais qu'en tout cas sur l'alimentaire, une des raisons qui fait que l'alimentaire, malgré les nombreux travaux depuis des années de la France avec un conseil scientifique, etc., une des raisons qui font que l'alimentaire n'est pas encore déployé, c'est justement sur des enjeux de stock et de logique de système. Je pense notamment aux ressources halieutiques, où il y a beaucoup de débats justement dans le monde scientifique, dans le monde de la recherche. Et donc c'est un sujet en cours. Voilà ce que je peux en dire. Mais en tout cas, c'est une considération que le monde scientifique se pose, et donc le politique regarde ça et essaye de trancher, mais jusqu'à présent, il n'a pas réussi à trancher, vu la complexité de ce sujet. C'est un petit peu la question centrale sur le fait qu'on estime que l'analyse du cycle de vie ne peut pas correctement répondre à ce genre de problème, parce qu'effectivement, les fonctions ne sont souvent pas linéaires, elles sont soit en discontinues par saut, soit elles sont différentes formes exponentielles ou hyperboliques. Et, il y a différents travaux qui se font, notamment sur des développements, ce qu'on appelle des arbres de décision avec des logiques floues. Je suis désolé de prendre un peu des choses techniques, mais qui permettent d'explorer d'autres manières, et notamment des effets de seuil qui permettraient d'incorporer le fait qu'à un certain moment, l'écosystème ne fonctionne plus, perd une propriété essentielle, etc. Donc ça, c'est des développements importants dont il faut absolument se saisir pour ces indices et une représentativité. Eh bien, on vous remercie énormément d'avoir écouté ce soir, espérant vous avoir éclairé sur les différents modes de calcul de l'affichage environnemental, les enjeux qui s'attachent à cet affichage environnemental, et que cela a posé une petite graine et vous a permis de vous poser la question sur votre manière de consommer. Nous vous remercions au nom de toute l'équipe organisatrice pour votre présence ce soir à tous les quatre, et espérons que vous avez passé un bon moment également. Si jamais vous voulez continuer la soirée... Ah non, avant. La prochaine conférence, la semaine prochaine, restaurer une rivière urbaine du prochain groupe, à la même heure, au même amphi. Toutes les informations sont sur le LinkedIn et le Instagram dès demain. Et si vous voulez continuer la soirée, nous vous donnons rendez-vous à la Fourmilière, juste à côté, pour discuter plus amplement. Merci à tous. Merci. Merci.